Le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, FAS, présente. On parlait de termes, il y a eu plusieurs termes au cours des années. Intégration, participation sociale, adaptation. Comment vous situez là-dedans, vous? Pour moi, le seul terme, c'est l'inclusion, à part égale dans le respect des différences. Point à la ligne. Inclusion. Inclusion, c'est un beau terme, c'est une chose auquel je rêve, mais que je suis pas sûr qu'on est rendu là tant que ça. Bien, c'est sûr que moi, je préfère le terme inclusion par rapport à intégration. Intégration semble être plus, OK, on prend quelque chose qui existe déjà, puis on essaie de mettre la personne dedans. C'est pour ça que nous autres, on dit oui à l'inclusion, mais on souhaite pas non plus que notre monde soit inclus tout court, puis envoyé donc, tu sais, c'est le party. Quand moi j'étais militant, on parlait d'intégration des personnes handicapées. Je dirais le terme inclusion sociale, que je trouve intéressant et ressorti plus ces dernières années. Là, je l'ai plus entendu ces dernières années. Alors, quand on était dans les discussions de mots, parce qu'on a eu beaucoup de discussions de mots, je pense qu'on n'arrivait jamais à s'entendre. Puis même comme Crady, c'était pas toujours clair pour nous. Alors, je laisserai là la discussion de mots parce que je pense que généralement, ça ne nous amène pas grand-chose. Ce que je trouve important, c'est l'action. Plus que des termes. C'est sûr que ça prend des termes pour définir les actions, mais souvent, on profite des termes, mais on ne fait pas les actions. Sur des photos, des personnes en fauteuil roulant manifestent. Des hommes et des femmes portent des bannières. Une pancarte indique « Personnes handicapées pour l'accès aux services ». Des manifestants sont rassemblés devant un grand édifice. Une femme parle dans un haut-parleur. Une pancarte indique « Phase ». Du texte apparaît « Continuons à aller plus loin ensemble ». À l'aube du mouvement. Sœur Gisèle Fortier, pionnière de la réadaptation en déficience intellectuelle et soutien important de l'Association québécoise pour l'intégration sociale, AQI. Je dois vous dire qu'au niveau de la désinstitutionnalisation, faut savoir que l'hôpital psychiatrique, à partir de 1970, là, a tombé sur la loi des services santé, services sociaux. Mais au même moment, le gouvernement a mis sur pied une vingtaine de ressources centres d'entraînement à la vie au Québec. Puis ça, il y en a qui ont contesté cette approche-là parce qu'en disant on s'en va vers l'intégration communautaire. Qu'est-ce que ça va faire? C'est une autre sélection qu'on fait. Donc, ces 20 centres d'accueil de réadaptation ont été mis sur pied. Et graduellement, il faut savoir aujourd'hui qu'ils sont tous... ils existent encore dans la forme, mais c'est tous des groupes qui ont été mis dans des foyers de groupe. Ce sont les foyers de groupe qui ont remplacé les grandes institutions. Mais le problème d'intégration demeure toujours présent parce que c'est toujours la sensation pour les non-sensibilisés. C'est des individus à part, qui restent à part. Hélène Morin, présidente de Parents pour la déficience intellectuelle, Pardi. Oui, il y a eu d'autres types de déficiences qui ont vécu des institutionnalisations, mais celles vécues par les gens en déficience intellectuelle, là, vous savez, c'était comme... ils étaient cachés, ces gens-là. Puis même quand ils vivaient à la maison avec leur famille, bon, c'est des gens qui étaient cachés, qui sortaient pas beaucoup. Donc, c'est comme si là, fin des années 70, les années 80 en particulier, ça sortait en public, la situation puis les demandes. Marie-André Boivin, réalisatrice et militante. Donc, dans le mouvement sourd, les événements assez importants, marquants, c'est qu'il y a eu la désinstitutionnalisation, évidemment, la déconfessionnalisation des écoles. Donc, les deux principaux couvents ont fermé. C'était les frères qui enseignaient aux garçons, les sœurs qui enseignaient aux filles. Bon, les couvents ont fermé. Donc, les enfants sourds ont été dans des nouvelles écoles publiques. Et puis, à cette époque-là, il y avait les intégrations qu'on dit sauvages. Les enfants étaient intégrés sans interprète. Donc, à cette époque-là, ça a été très important de faire valoir le droit des personnes sourdes à bénéficier du service d'interprétation. Sœur Gisèle. Alors, nous, à Baie-Saint-Paul, lorsqu'on a commencé la désinstitutionnalisation en 65-66,
avec le surintendant médical, on a eu l'idée que les familles qui travaillaient dans l'institution pouvaient, à un moment donné, avoir une chambre de disponible. Alors, on a offert aux employés qui voulaient d'amener avec eux un résident qui travaillait dans soit la ferme ou ailleurs, chez lui, qui allait coucher là et qui revenait là. Parce qu'il faut penser que Baie-Saint-Paul, c'est un petit village et que la crainte de se voir envahi par les personnes de l'hôpital était toujours présente. Donc, il y avait un processus de sensibilisation qu'il fallait faire. Alors, c'est comme ça que graduellement, la population s'est ajustée à ces orientations-là. Et c'est le docteur Bernard Jean qui a pris la parole devant tout le personnel à un moment donné pour leur dire, on avait un plan de 5 ans pour la réadaptation de la clientèle, puis leur permettre d'aller vivre dans la société. Et c'est là que Bernard Jean a dit au personnel, aujourd'hui, nous sommes en devoir de conscience de permettre à ces personnes d'aller prendre leur place dans la société. Hélène Morin. Alors, moi, je me souviens très bien des mouvements de désince parce que j'ai été un bout de temps un parent soutien pour accompagner des familles dans la désince. Et les gens sortaient des unités de l'établissement, il y était 13 par unité, et ils sortaient pour s'en aller en résidence communautaire. C'est peut-être un des volets les plus positifs de l'intégration sociale, de sortir les gens des institutions. Et on a voulu dire aux parents, vous savez, là, on les sort, ça va être leur maison, ils vont être de 4 à 6 personnes, puis, à moins de quelque chose de spécial, on les bougera plus jamais de là. Alors, quand à un moment donné, ils se sont mis à transformer les résidences communautaires en ressources intermédiaires, ou bien tout simplement à les fermer puis à envoyer le monde dans des ressources intermédiaires qu'ils venaient de créer, ou de les envoyer dans des dans des familles d'accueil. Là, les parents se sont levés, là, ça marche pas. Mais on n'a pas réussi à les faire changer d'idée parce qu'on n'était pas capable de démontrer que dans les RI, la qualité serait moindre. On n'avait pas de preuve de ça. On l'a perdu, cette bataille-là, puis ça, c'était à la fin peut-être en 97-98, on a perdu cette bataille-là. Du texte apparaît, années 70, tout est à faire. Jean Lepage, accompagnateur chez Execo et coordonnateur à Solidarité de parents de personnes handicapées, SPPH, de 1979 à 1989. Avant les années 70, je dirais, quand on parlait de personnes handicapées, mais ils n'étaient pas vraiment présents dans la société, ils n'étaient pas vraiment intégrés. Les organismes qui existaient, c'était des organismes souvent de médecins, de parents qui parlaient au nom des personnes handicapées. C'était des associations qui ont accompli des choses, oui, mais qui étaient beaucoup plus dans l'approche charitable de l'Association canadienne de la dystrophie musculaire, l'Association de paralysie cérébrale. C'était beaucoup des associations en fonction des diagnostics, des maladies, et qui recueillaient des fonds justement pour soutenir les gens. Alors ça, c'était ce qu'il y avait avant que les premiers organismes de défense des droits commencent à se créer. Lorsque j'étais engagée à Baie-Saint-Paul, je constatais que les professionnels ignoraient à peu près ce que c'était la déficience intellectuelle. Sur une photo d'archives, des femmes travaillent à une table. En 1978, l'association avait organisé des rencontres des services de santé pour leur faire valoir le bien fondé de concertation des ressources pour servir les personnes avec une déficience. Et j'ai rencontré l'adjointe à la Direction générale des services sociaux du Québec qui vient me dire candidement, elle dit, pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de la déficience intellectuelle. Ça m'a renversé. Jean Lepage. Il y avait un contexte social là-dedans, c'est que les personnes handicapées n'étaient pas du tout intégrées. Je me souviens, j'allais dans des centres commerciaux avec des personnes handicapées, puis les gens se retournaient sur notre passage là, quand on était là, ce qu'on comprend, qui est évidemment plus le cas aujourd'hui. Pierre-Yves Lévesque, fondateur de Nous intégrons en commun, le NIC, et ex-directeur d'Execo. La loi pour la société noire, c'est qu'à la nationale, c'est-à-dire le personnel, nous avons le droit
Pour posséder les droits de l'altitude. Et là-dessus, toutes les altitudes ne sont pas d'accord. Ça va là pour posséder les altitudes pour nous. Ça respecter nos droits comme citoyens. À partir non, notre contexte, c'est ça. Fallait tout ça, c'est ça. Le bois, c'est pas d'arrêter à l'Assemblée nationale. Et en même temps, il y a eu des autobus qui ont mangé et qui ont allé manifester à l'Assemblée nationale pour qu'on ait le Jean Lepage. Vers la fin des années 70 est venue la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées qui a été proposée par le gouvernement de René Lévesque qui venait de prendre le pouvoir. Mais avant ça, le Parti libéral avait proposé une loi pour la protection des handicapés. Alors, c'était tout un changement de paradigme. C'était beaucoup plus progressiste comme façon de voir. Et c'était beaucoup plus porteur, justement, au niveau de la défense des droits puis au niveau de l'intégration sociale. En 78, j'ai fait adopter la loi pour l'exercice des droits des personnes handicapées. Je suis condamné là, je suis condamné à ça, même pas nous autres. C'était la rôle des ministères à prendre la responsabilité au niveau du service offert aux personnes handicapées. Laurence Parent, activiste avec Québec Accessible et Transport mais adapté. Puis le fait, bon, avec la création du système de santé public, avec l'éducation qui est devenue publique et tout ça, mais il y avait un contexte, j'ai l'impression, qui était très favorable pour la reconnaissance des droits des personnes handicapées, pour la mobilisation aussi. Il y avait beaucoup de jeunes handicapés aussi à cette époque-là, à l'image de la génération des baby boomers. Donc, il y avait un contexte qui était assez propice, puis des façons aussi de faire. Donc, on partait, on allait occuper des bureaux de ministres, des choses qui ont été faites. On a créé des organismes, donc, dans le fond, on partait un peu de zéro, dans un certain sens. Là, je me souviens, il y avait eu, à la suite de la loi 9, la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, la volonté du gouvernement de développer un transport adapté partout au Québec, là où la demande se manifestait. Et à Montréal, donc, il y avait Minibus Forêt qui avait déjà existé, qui était un organisme sans but lucratif géré par les frères Forêt et qui devenait donc intégré à la STM, Société de transport de Montréal. Et à ce moment-là, la STM, ils ne tenaient pas vraiment, c'était comme une patate chaude pour eux et il y avait très peu de moyens puis peu de volonté politique à la STM d'accueillir ce service-là pour les personnes handicapées. Alors, je me souviens, les minibus qui servaient à ce moment-là, parce que la demande était croissante, les personnes voulaient davantage sortir, avoir des activités, bien, c'était des camionnettes sans fenêtre louées à des compagnies de location de transport de marchandises. Alors, les personnes se retrouvaient à faire un trajet de la tête à côté sur le plafond du minibus tout le long. Là. C'était vraiment des conditions épouvantables. Là. Les gens leurs chaises étaient attachées au plancher avec une chaîne, avec un crochet. C'était vraiment particulier. Laurence Parent. Ce qui est important, je pense, de se souvenir, c'est que lorsque la Charte des droits et libertés a été adoptée, en 1976, les personnes handicapées n'étaient pas inclus. Le handicap n'était pas reconnu comme un motif de discrimination. Donc, il y avait quand même là, eu une reconnaissance qui a dû se faire et qui s'est faite assez rapidement, 2 ans plus tard. Donc, il y avait un contexte favorable à la reconnaissance de plusieurs personnes au Québec. Donc, les personnes handicapées ont pu un peu sauter dans le bateau. Du texte apparaît. Années 80, la prise de l'espace public. Pierre-Yves Lévesque. En 1912, il y a eu la petite à Montréal, la conférence à Montréal, où l'objectif était de s'utiliser pour obtenir une politique, donc c'est
l'intégration sociale, professionnelle, économique des personnes en situation de handicap. Et j'ai vu un point important dans la politique qui mentionnait que l'handicap ne n'est pas de la personne, mais plutôt des barrières physiques et des barrières sociales. Photos d'archives. Des personnes sont rassemblées sous une pancarte indiquant « Semaine québécoise de la déficience mentale ». Hélène Morin. Dans les années 70-80, je pense qu'on avait aussi des décideurs qui tenaient un discours qui était favorable à l'intégration. C'était la même chose avec les intervenants de base. Donc, les parents, quand on voulait quelque chose, on se sentait soutenu, en particulier par les intervenants. Moi, je me souviens que ça a commencé avec la stimulation précoce, puis les gens de ces secteurs-là ou de ce dossier-là en particulier, ils étaient très proches de nous, puis ils nous soutenaient, même ils nous poussaient là, pour qu'on demande plus. Carmen Lahaye, présidente d'Autisme Montréal. On était moins occupés avec les camps puis tous les services, et on avait moins de subventions. Je dirais qu'on avait peut-être aussi un petit peu plus d'écoute au niveau du gouvernement. C'était nouveau que les gens descendent dans la rue, mais il y a eu beaucoup de mouvements, je dirais, faits pour l'ensemble des personnes handicapées, qui a été fait, je dirais, fin des années 80, là, début des années 90. Bon, je dirais jusqu'à presque 2000, parce qu'il fallait s'articuler puis se mettre ensemble, parce qu'isoler, c'était difficile. Jérôme Di Giovanni, directeur de l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux, ACCES. Quand Pierre-Éliott Trudeau a rapatrié la Constitution en 1982, il a enchâssé dans la charte, dans la Constitution, la charte canadienne des droits. Le gouvernement fédéral avait deux choix, soit d'amender toutes les lois, puis les adapter à la charte, les rendre conformes à la charte, à la Constitution, soit de mettre sur pied un programme qu'on appelait le programme de contestation judiciaire, qui disait aux citoyens, écoutez, si vous trouvez qu'on a une loi, un règlement ou un décret qui n'est pas conforme à la charte canadienne, contestez-le devant les tribunaux, puis voici le programme qui va vous aider à contester la loi en question. Ça donne lieu à l'émergence de tout un réseau pan-canadien de défense des droits. Serge Poulain, directeur du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de Montréal, RUTA. Je dirais que ça a commencé beaucoup par le transport. Donc, essayer de travailler sur l'accessibilité au transport. Comment on pouvait l'utiliser de façon sécuritaire. Là, je vais aller très, très terrain, là. Par exemple, les problèmes qu'on a entre les wagons dans le métro, ça constitue un problème. Il y avait toutes sortes de choses comme ça. À quelle station t'es rendu? On n'avait pas de voie dans le métro. On travaillait beaucoup sur les feux sonores aussi quand je suis arrivé. C'était beaucoup ça. C'était beaucoup de transport, feux sonores. Puis on travaillait aussi sur l'accessibilité des intersections. Pierre-Yves. Nous, on a manifesté au bureau de la SDM pour revendiquer la qualité des services, la quantité des services. Jean Lepage. Et on avait eu un succès fou parce que c'était la première fois qu'on voyait des personnes handicapées tenir des pancartes, manifester, crier, revendiquer. Et ça avait été assez particulier. On avait fait la première page de tous les journaux à ce moment-là, la presse, le Journal de Montréal, le Montréal Matin à l'époque, la Gazette. Tout le monde était comme étonné des personnes handicapées qui manifestent. C'était vraiment les débuts de la défense des droits. Et c'était, pour une première fois, des personnes handicapées qui prenaient la parole et qui s'affirmaient et qui défendaient leurs droits. On nous allait voir au PST et on est allé voir les CPO et on a formé une coalition. Une coalition sénégalaise pour défendre le soutien à domicile. Et une des actions qu'on a faites, c'est qu'on est allé activer le Conseil régional de la santé et des services sociaux qui s'appelle FDB, qui s'appelle la Ligue régionale. On est rentré là à 3 heures et on est sorti de là à 11 heures. Et
à un moment donné, on a fermé les portes de la salle et c'était les hauts fonctionnaires qui ont fait stupide, c'est les hauts fonctionnaires qui ont fait stupide l'espèce. L'espèce du salaire au conseil régional ont fait stupide l'espèce handicapée. C'était pas mal drôle de voir ça. Jean Lepage. Et quand, effectivement, il y avait eu discussion, puis que le directeur général du conseil régional disait « Mais écoutez, on n'a pas les sous, on ne peut pas répondre à votre demande », bien, à un moment donné, on est arrivé devant un constat d'échec. La négociation ne donnait rien. Il s'était levé pour s'en aller. C'était un vendredi, fin de journée. Puis quand il avait voulu sortir de la salle, les gens étaient vis-à-vis des portes, puis avaient dit « Mais vous ne sortez pas tant qu'on n'a pas trouvé une solution ». Alors, il avait compris à ce moment-là, le directeur général du conseil régional, qui était pris en otage. Et là, moi, j'avais appelé chez Telbec pour dire « Diffusez le communiqué ». Alors, dans toutes les salles de presse du Québec tombait un communiqué qui disait « Des personnes handicapées gardent en otage des dirigeants du conseil régional de la santé et des services sociaux ». Alors, c'est sûr que ça avait fait l'effet d'une bombe. Et à la suite des négociations qui se sont faites jusqu'aux petites heures du matin, on a obtenu effectivement que le conseil régional était pour faire des travaux importants avec son conseil d'administration pour acheminer une demande et développer un nouveau programme pour le maintien à domicile des personnes handicapées. Du texte apparaît, années 90, encore des gains et des avancées. Des parents se retrouvaient avec des situations d'enfants qui avaient des déficiences très lourdes et qui se retrouvaient tout seuls. Là, souvent, le scénario, c'est qu'un des deux parents, souvent plus la mère, est obligé de quitter son emploi pour s'occuper de son enfant. Malheureusement, c'est une situation qu'on rencontre encore aujourd'hui. Et là où c'était particulier aussi, c'est que la médecine évoluant, on avait des situations où il y avait des enfants qui étaient multi-handicapés. Ça a été un dossier aussi important. La médecine était capable de maintenir en vie des enfants qui, quelques années précédentes, seraient décédés. Alors, c'est sûr, tout le monde se réjouit de voir qu'un enfant va être vivant, va rester en vie, mais par contre, la qualité de vie de cet enfant-là et la qualité de vie de sa famille, ensuite, était hypothéquée par les déficiences importantes que l'enfant pouvait présenter. Et ça, tout l'accès je dirais que pour un enfant handicapé puis pour un parent d'enfant handicapé, l'accès aux services est difficile. Pour un parent qui a un enfant multi-handicapé, donc en fauteuil roulant, quadriplégique, parfois avec une épilepsie, avec une déficience intellectuelle, avec trouble du langage, etc., se retrouver à avoir besoin de services, mais là, je dirais que l'Everest est encore plus grand. Là. Thérèse Collin, coordonnatrice du Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle, CRADI, de 1989 à 2014. Alors, dans le champ de la défense des droits de santé et services sociaux, où on a dû se battre et continuer à se battre, c'est toute la question de l'accès aux services. Donc ça, on a fait de nombreuses mobilisations tout le temps. Les premières ont commencé sur le soutien aux familles. On a demandé des budgets supplémentaires. Parfois, on les a obtenus, parfois, on ne les a pas obtenus. On a eu des grandes victoires en soutien aux familles. Donc, c'était comme une mobilisation parcellaire. Par exemple, en 88, il y a eu une grosse sortie de parents dans la rue, puis des parents en déficience intellectuelle et multi-handicap. C'était autour de la question du répit, du fait que les parents n'en pouvaient plus. Et les parents sont sortis dans la rue, puis ça a été l'amorce de la fameuse subvention pour le soutien aux familles. Fait que le soutien à famille est venu beaucoup aider. Je dirais dans ces années-là, les familles ont commencé à être capables d'un peu plus de souffler. C'était l'époque de Thérèse Lavoie-Roux qui avait sorti une politique qui s'appelait l'intégration sociale, un impératif humain. Et c'est comme si on rencontrait, nos demandes rencontraient les grandes idées. Bon, on a créé des coalitions aussi à l'époque qui permettaient de se centrer uniquement, en fait, sur le dossier en question, puis de ramasser du monde. Alors, les plus connus d'entre nous, bon, c'est la coalition des 12 millions manquants, c'est la coalition des filles accès, qui ont été des grands moments de mobilisation. La lutte que je connais le plus, moi, c'est la lutte du comité des 12 millions manquants qui a commencé... elle a commencé en 98 de par la décision de la Régie régionale de Montréal de faire une demande de 12 millions pour régler la liste d'attente. Un an plus tard, comme l'argent n'arrivait toujours pas, on avait eu un 700 000 à peu près, là, mais comme l'argent n'arrivait pas, 12 millions, c'est quand même 12 millions,
on a décidé, comité d'usagers, milieu associatif, puis en low profile, je crois que les établissements nous appuyaient. On a mis sur pied le comité des 12 millions manquants, juin 99. On a fait une assemblée publique en septembre 99, c'est pas longtemps après la création, puis il y avait eu l'été entre-temps, puis il y avait quand même 300 personnes qui assistaient à cette assemblée-là. Ensuite, on a régulièrement interpellé sous-ministres, ministres, etc. Et un an plus tard, en juin 2000, on recevait de la part de Mme Marois, qui était à ce moment-là la ministre de la Santé, un premier 3,3 millions. Et elle nous disait, ça c'est la charrue, le reste de la locomotive va suivre. C'est que nos mobilisations à nous, c'était pas nécessairement uniquement des activités dans la rue. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient des éléments de concertation, d'autres de représentation. Dans les années 90 à 2000 particulièrement, on a participé à un nombre de consultations absolument extravagants, à peu près dans tous les domaines. Et en fait, nos propos, c'était de nous faire entendre à chaque fois qu'il y avait des propositions de politique, de changement de loi, des règlements, des nouveaux plans d'organisation. Puis à cette époque-là, je pense que toutes les instances gouvernementales avaient compris que s'ils ne voulaient pas nous voir dans la rue, il fallait nous parler. J'avais le problème de juste attendre de 200 personnes au Québec en soutien de monsieur. Non, on s'est présenté au bureau de monsieur le président du conseil d'État et on l'a raconté avec le ministre de la Santé. On me disait, si personne handicapé qui se présentait à son bureau, tu as été avec lui. C'est rare qu'on peut raconter un policier pendant et 10 personnes avaient expliqué la situation en soutien de monsieur. Et par la suite, il nous a dit, on va vous donner des nouvelles de cela. Donc, une semaine de temps, il nous a envoyé un fax pour nous dire que l'Assemblée nationale a peut-être gagné 10 millions de dollars pour le soutien de monsieur. Serge Poulain. On commençait à développer des signaux sonores, ça, on était contents. On commençait à se structurer des façons de travailler pour l'accès à l'information. C'était beaucoup ça. Je dirais que, en tout cas, en déficience visuelle, c'était ça. On était contents de ça. Évidemment, il y a eu tous des débats sur droits et privilèges, notamment, je reviens en 1988 sur une proposition qu'il y avait eu au RAM sur la gratuité des transports. Il y en a qui disaient non, mais regarde, on n'est pas capable d'utiliser le transport dans sa totalité avec tous les avantages que ça comporte. Donc, on aimerait ça que le transport serait gratuit. Puis tu avais un autre groupe qui disait non, on veut pas de privilèges. Ce qu'on veut, c'est justement, on veut continuer à payer comme tout le monde, mais on veut que ça se travaille. Alors, il y a eu le début de tous ces travaux-là et la position finale a été finalement de dire non, on veut contribuer comme l'ensemble des citoyens, mais on veut travailler là-dessus. Mais ça n'a pas été des choses faciles, je te dirais. Marie-André Boivin. Ensuite, dans les années 90, là, je l'ai pris en pleine face parce que j'étais la première à faire planter au Canada. Donc, ça a été le mouvement où la communauté s'est mise contre les plans, contre cette réalité-là. Fait que j'ai été exclue de la communauté. Ça a été un moment très difficile pour moi, ça l'est encore maintenant. Donc, je dirais que pour la communauté sourde, ça a été d'essayer d'éviter l'impact que pouvaient avoir les plans au niveau de la communauté. C'est-à-dire qu'ils refusaient que les enfants soient implantés. Puis, au niveau de la communauté malade, ça a été d'avoir accès à l'implants cochléaires, d'avoir accès à les meilleurs services, d'avoir accès à l'orthophonie, à l'audiologie, d'avoir accès au financement pour l'implant cochléaire aussi. J'avais des problèmes sur les organismes de formation. Les organismes de formation
ouais, je vois pas pour nous, la loi peut pas fonctionner. Donc là, dans cette élection, on avait enseigné le budget du côté de l'habitation. Demain, le bureau du premier ministre pour m'enseigner, pour contester dans le financement, pour le financement des organismes de formation. Du texte apparaît, année 2000, pas déjà la fin des progrès? Laurence Parent. Donc, Montréal, vraiment, par rapport aux grandes villes occidentales, traînait de la patte de façon absolument épouvantable. En 2001, il y avait un rapport de Société Logique qui avait évalué les systèmes, notamment de métro à travers le monde, qui avait découvert qui avait trouvé que Montréal il y avait juste 4 métros dans le monde occidental qui avaient des réseaux complètement inaccessibles, puis Montréal en faisait partie. Donc vraiment, il y avait le contexte aussi international qui faisait en sorte que les choses allaient devoir bouger. Puis, bon, ça a bougé tranquillement, mais pas tant que ça. Puis ça a été un dossier qui a été beaucoup poussé, notamment par le RAPLIC, qui a fait des manifestations, des choses comme ça, poser des questions à l'hôtel de ville, des questions un peu gênantes, qui font honte à Montréal, bien sincèrement. Puis il y a beaucoup d'égo dans tout ça, dans la ville. On veut toujours bien paraître, donc d'avoir des personnes handicapées qui vont à l'hôtel de ville puis qui disent les choses telles qu'elles sont, ça crée certains malaises. L'AMT, à un moment donné, a déclaré devant le tribunal que tous ces nouveaux trains seraient accessibles. C'est vrai, mais ça, c'est une demi-vérité, parce que le train est accessible, mais pas la gare. Donc, ça donne quoi d'avoir un train accessible quand la personne handicapée en fauteuil roulant, à mobilité réduite, n'est pas capable de rentrer dans la gare et s'en aller sur le quai, là. Puis, il y a des plaintes qui ont été faites aussi à la Commission des droits de la personne en 2011 par 17 personnes. Donc ça avait quand même été un moment, je dirais, historique, parce que c'était pas toujours la première loi qu'on a eue interdisait aux personnes handicapées de porter plainte si le transport n'était pas adapté et accessible pour elles. Puis c'est lorsque la loi a été révisée en 2004 que cet article-là a été abrogé, puis qu'à partir de 2004, les personnes handicapées ont le droit de porter plainte à la Commission des droits de la personne. J'ai pris le train, puis il y a eu une inspection des billets. Puis à un moment donné, j'expliquais à l'inspecteur que j'avais une déficience visuelle, que je ne pouvais pas utiliser leur machine, et que j'avais donné une preuve de ma déficience. Puis à haute voix, elle dit « Mais monsieur, vous voulez frauder l'AMT, je vais vous donner une amende. » Je dis « Parfait, donnez-moi une amende, on va se ramasser devant les tribunaux. » Puis j'ai refusé de payer l'amende, puis on s'est ramassé devant la Commission des droits de la personne du Québec. Puis j'ai gagné ma cause. Au coin d'une rue, des panneaux de signalisation sont à côté des feux de circulation. Serge Poulain. Ça a été une lutte, tu vois, ça a été une lutte très, très, très commune dans le milieu des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Alors, évidemment, le virage à droite au feu rouge venait complètement réduire cet aspect sécuritaire, entre guillemets, parce que là, les autos peuvent tourner n'importe quand. Ça fait que tu as vraiment de la difficulté à déterminer ton cycle de lumière. Mais évidemment, en faisant des recherches et tout ça, via des organismes comme la CAFAN et tout ça, on a vraiment trouvé des affaires aux États-Unis qui démontraient la dangerosité de tout ça. Une personne en fauteuil roulant qui est assise dans son fauteuil le soir puis qu'il y a un véhicule qui passe devant elle ou en tout cas qui passe en même temps qu'elle risque de ne pas l'avoir. Il y a une foule de désavantages et tout ça pour sauver, entre guillemets, 9 secondes parce que les recherches parlaient de sauver 9 secondes, là. Alors, c'est un gros lobby, le virage à droite. Et ça, j'avoue, comme responsable de la coalition contre le virage à droite sur feu rouge, j'ai dû me débattre. Évidemment, en bout de ligne, ça fait mal parce qu'on l'a perdu. Mais on l'a pas perdu de Montréal, fait qu'au moins, ça m'a consolé pour ça. Un panneau de signalisation indique une interdiction de tourner à droite. Et là, on est un petit peu dans le même domaine que le virage à droite hors Montréal, c'est-à-dire qu'il y a eu du gros lobby de fait. Et d'ailleurs, le quartier des spectacles vient de gagner un autre prix il y a 3-4 semaines.
En tout cas, notamment pour la déficience visuelle, c'est un flop total. Je veux dire, il n'y a plus de trottoirs. Si t'appelles les coins de rue, sont à peine détectables. C'est un quartier où on ne recommande pas à une personne qui a une limitation visuelle de se déplacer seule, alors qu'avant, on était capable de le faire. C'était pas un quartier des spectacles. Mais là, on est prêt avec le fameux lobby ben, c'est ça, comme je vous dis, ils gagnent des prix de partout, puis les architectes voulaient pas. Quand je disais à l'architecte, ben, mets des tuiles au coin des rues. Non, je peux pas faire ça, ça va rouiller, ça va détruire mon design, en tout cas. Il y a eu beaucoup d'affrontements. On a des groupes et c'est là qu'il y a eu, je te dirais, une certaine scission entre certains groupes. Il y a des groupes qui ont dit non, faut travailler en partenariat, puis c'était correct aussi de le faire. Mais à un moment donné, il y en a qu'on a dit non, assez, c'est assez. Nous autres, on envoie ça à l'Ombudsman parce que ça ne marchera pas. Mais, tu sais, l'Ombudsman de la ville m'a très clairement dit oublie ça, des trottoirs, t'en auras plus. Au niveau de l'autisme aussi, ça avait commencé. Puis là, on a changé, c'est venu avec les libéraux. Puis les libéraux, ben eux autres, c'est comme... ils ont eu l'air fins parce qu'ils ont donné les premiers budgets en autisme là, en 2003, sauf que ça venait du Parti québécois, ce projet-là. Ils ont juste fait de suite. Puis il y avait un recours collectif qui était enclenché. Fait qu'ils ont voulu faire taire leur objectif, c'était juste, on va faire mourir le recours collectif. Puis après ça, ils n'ont plus jamais rien donné, aucune... ça a tout régressé. Puis... c'est ça, c'est des gouvernements qui n'ont pas beaucoup d'écoute, là. Du texte apparaît la vulnérabilité, le nouveau préjugé. René Gingras, Mouvement Personne d'abord du Québec métropolitain. Il y a encore des préjugés. C'est pas encore amélioré, cette affaire-là. Ouais. C'est vraiment pas amélioré l'affaire. Pas en tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce département-là. Beaucoup. Les gens, il y en a beaucoup qui se rencontrent à faute. Là, je veux dire. François Bouchard, Mouvement Personne d'abord du Québec métropolitain. On n'est pas à cause qu'on a une déficience, qu'on est du monde qui ne sont pas capables de rien faire. On est capable de faire ce que les autres font, mais on le fait à notre rythme. Carl Morneau, Mouvement Personne d'abord du Québec métropolitain. Le monde, il commence à voir que, tu sais, il commence à voir que les personnes en déficience intellectuelle ou autres, qui veulent prendre la place à la société. Puis ça, c'est vrai. Puis, oui, il y a encore des jugements. Oui, il y a encore des choses à apprendre. Mais, moi, je me dis, part égale. Aujourd'hui, on est tous égalité, un vers l'autre. La vulnérabilité de personnes handicapées, je sais pas que c'est un peu tanné de ça. Comme personne handicapée, parce que les personnes handicapées, c'est eux qui sont les priorités du gouvernement. Laurence Parent. Elles sont vulnérables, les personnes handicapées. Dans le contexte dans lequel on vit, elles le sont, à divers degrés aussi. Puis parfois, oui, c'est l'état de santé de la personne qui est plus précaire, puis qui met la personne dans une situation de vulnérabilité. Mais je pense que le gros danger, puis ce qui peut faire peur à plusieurs d'entre nous, c'est la peur de l'étiquette de protection, de pitié aussi. C'est la pitié elle revient à 100 000 à l'heure. On peut penser à l'époque, la religion, on prenait soin des personnes handicapées parce qu'elles font donc pitié, tu sais. Non, j'aime pas voir comme une personne vulnérable faisant partie d'un groupe vulnérable, mais il y a les services qui doivent être fournis. Ça, c'est clair. Oui. Hélène Morin. Pourquoi je continue de parler de vulnérabilité? C'est à cause de la situation des personnes déficientes intellectuelles. Peut-être que dans quelqu'un m'a déjà dit, c'est pas vrai, ils sont pas vulnérables. Bon, c'est ce qu'on se fait dire. Peut-être que dans une société idéale, elles ne seraient plus vulnérables parce qu'il n'y aurait plus d'attaque contre eux autres. Du texte apparaît. Où sommes-nous rendus avec le par et pour? Nous, on est c'est qu'on travaille en consultation. Avant, j'allais s'asseoir avec les autres activistes. On va s'asseoir avec nos membres pour connaître c'est quoi le besoin du membre. Et par la suite, on est capable de préparer quelque chose pour pouvoir apporter au niveau régional, au niveau provincial, au même au niveau avec les politiciens. Pour moi, c'est bien important
le terme de consultation des personnes handicapées soit toujours là pour pouvoir renforcer les fonctions comme telles. Michel Aubu, Mouvement Personnes d'abord du Québec métropolitain. Oui, une parole. On parlait, puis c'est nous autres qu'on parlait. Et non le voisin, puis non propriétaire, puis tu quittes là, c'est nous autres qu'on parlait, une parole à nous autres. Ils sont ceux qui vivent la situation, donc on se trompe pas trop où est-ce qu'on va, puis on ne décide pas à leur place ce qui est le plus important. Alors c'est sûr que la question se pose actuellement si on fait encore la défense des droits, puis si on en fait, c'est qui porte le drapeau? Par et pour, l'approche par et pour, là, ça fait longtemps que ça circule, ça commence avec la CAFAM, par et pour, et ça c'est important parce que c'est de l'inclusion, c'est qu'on gère nous-mêmes nos structures. Et c'est ça qu'il faut aller. Il faut qu'on gère nous-mêmes nos structures. Le centre de réadaptation, c'est fait pour les personnes handicapées, il faut que ça soit géré par les personnes handicapées. Moi, là, je sais que quand je dis ça, je suis pointé du doigt comme disant je vais créer des ghettos, mais il faut que quelqu'un vienne me démontrer pourquoi que c'est vrai pour les femmes et que c'est pas vrai pour les personnes handicapées. Quand je dis c'est important d'avoir des personnes handicapées qui travaillent dans les organismes, blablabla, oui, mais si une personne non handicapée, elle peut aussi bien faire le travail. T'sais, oui, mais je pense que la personne non handicapée doit reconnaître qu'elle a certains privilèges parce qu'elle n'est pas handicapée, parce qu'elle ne vit pas l'oppression dans sa vie personnelle. Puis ça, je le vois très peu dans le milieu. Très, très, très peu. Puis je pense que c'est vraiment problématique. Puis ça fait en sorte que parce que, tu sais, il y a des inégalités qui sont vraiment réelles. Puis il y a même des personnes qui ne parviennent pas à travailler au sein même du milieu parce que le milieu ne fait pas assez d'accommodement pour permettre à cette personne-là d'y travailler. Tu sais, fait que c'est quand même troublant quand on pense à ça, là. Donc le par et pour, c'est dit, là, ça paraît bien de le dire, mais souvent, là, on le perd de vue de plus en plus. Du texte apparaît. Quelle est l'importance de la défense des droits? C'est sûr que les organismes ont tout le temps été, comment je pourrais dire, tiraillés entre défense des droits et création de services. Je me souviens, puis souvent, les organismes, quand ils ont été mis en place, c'est que les gens souhaitent mettre en place des services. Hein. La défense des droits vient peut-être pas de façon automatique au début. Je pense que le secteur de la défense collective des droits est un secteur qui, malheureusement, en vertu de la conjoncture et de l'augmentation des services dans le communautaire, je dis pas qu'elle est appelée à disparaître, mais en tout cas, on y fait mal sérieusement. Même, je pense qu'on le détruit. En autant que je suis concerné, on le détruit. Oui. Je sais que c'est pas de même pour tout le monde, mais quand on va dans un organisme communautaire, on a une responsabilité face à notre clientèle. Et je suis incapable de dire qu'on va juste s'occuper des adultes, qu'on va juste s'occuper des adolescents, puis qu'on va abandonner les enfants. J'ai dit, tu sais, il faut qu'on se lève debout pour les enfants, puis les parents qui viennent avoir un diagnostic, je m'excuse, ils sont pas capables de faire leur lobbying politique adéquatement, parce qu'ils sont dans leurs émotions, puis ils savent pas quoi demander et comment le faire. C'est à nous autres, ça nous appartient à nous autres en tant qu'organisme. Comme vous savez, je suis moins impliquée depuis les années 90, directement dans le réseau. Alors, mais c'est sûr que les enjeux sont les mêmes, mais comment arriver à garder les orientations des associations vers la promotion des droits, c'est essentiel pour moi. Être capable de rester un mécanisme de promotion. Pas ça veut dire un mécanisme de service, mais rester un mécanisme de promotion, de défense des droits. Il faut dire aussi que la défense des droits, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode de personne. C'est pas juste du milieu de la déficience. Là. C'est le mouvement des droits civiques, toutes ces affaires-là, là, ça date des années 70 et on est loin de ça. On est loin de ça. On a une économie qui s'est retransformée. On a, de façon générale, un système, un filet social qui s'est entièrement retransformé. Et on est loin du mouvement des droits sociaux.
Du texte apparaît. Qu'est-il arrivé avec l'OPHQ? Cette année, c'est pas moi, on doit papa à la présentation. Et on me dit souvent que les représentants de personnes à l'autorité sur le mouvement associatif, c'est pas l'OPHQ, c'est le milieu associatif. Ceci étant dit, l'Office des personnes handicapées a été un lieu pendant quelques années d'expérimentation, de développement de programmes qui peut-être a été plus ardu au sein des ministères. Comme je disais, souvent, quand on a à mettre en place, c'est le premier coup de roue qui est dur à donner. Peut-être que ce premier coup de roue-là, à l'Office des personnes handicapées, avec des gens convaincus, qui avaient à promouvoir l'intégration sociale, bien, ça a été plus facile peut-être à donner. Au fur et à mesure des années, il a perdu de sa force parce qu'il n'avait rien à proposer que des bons conseils, des discussions. Et bon, alors, très rapidement, les lieux de concertation ont, je dis pas mis à l'écart l'OPHQ, mais il devenait une organisation parmi d'autres qui avait un mot à dire, mais qui de toute façon n'avait jamais rien à faire. Parce que bon, finalement, à chaque fois qu'il fallait redistribuer des services, c'est pas l'Office qui allait les reprendre. Ce qui fait que sa force a diminué petit à petit, puis ils se sont concentrés sur davantage conseiller, en fait, les organismes gouvernementaux, les ministères, donc on ne voit pas ce qu'ils font. Et c'est ça qui a fait dire aux milieux associatifs qu'ils sont totalement inutiles. Bon, j'irai pas dire ça jusque-là, mais c'est vrai que l'Office a perdu totalement son bâton de défense des droits pour être plus un conseiller des ministères. Est-ce que l'Office devrait disparaître, oui ou non? En fait, je pense que la question, c'est plus est-ce que le mandat de l'Office devrait changer? Je pense que c'est plus ça, parce qu'actuellement, l'Office n'a pas un mandat, selon moi, qui est très intéressant. Devrait vraiment veiller à l'application de la loi. La loi est problématique. Et on voit beaucoup un lien assez étroit avec le pouvoir politique et l'OPHQ. Donc, est-ce que l'OPHQ est vraiment libre? Non, pas vraiment. Dans les dernières années, j'ai lu des absurdités, là, où l'inaccessibilité du métro de Montréal pourrait nuire aux personnes handicapées. Pourrait nuire. C'est comme, ça nuit, puis il faudrait que votre message soit un petit peu plus radical que ça. Quelques années après l'adoption de la politique à part entière, l'OPHQ qui avait sorti un communiqué disant 85% des objectifs, quelque chose du genre, ont été atteints. En quelques années seulement, 85% des objectifs ont été atteints. C'est très politique comme message, là. C'est pas l'Office des personnes handicapées, c'est l'Office du gouvernement pour calmer les personnes handicapées, pour contenter le milieu aussi, tu sais. L'article 6.2, qui est la présidence de l'Office. Moi, je crois que si on part de là, on peut comprendre facilement l'image des personnes handicapées, pourquoi les personnes handicapées ne sont pas en emploi. C'est que l'article 6.2, c'est qu'on dit qu'il peut être président de l'Office un parent, ça c'est tout à fait correct. Une personne handicapée, c'est parfait. Ou un conjoint ou une conjointe d'une personne handicapée. Et moi, je ne vois pas comment ma conjointe peut aller siéger à la présidence de l'Office pour parler de mes droits, de parler de mes problèmes et de mes solutions. Et ça fait que ça envoie un message disant que une personne handicapée n'est pas nécessairement une adulte, n'est pas nécessairement capable à gérer ses affaires, n'est pas nécessairement capable à présider un conseil d'administration. Peut-être que son conjoint ou sa conjointe va le remplacer, puis ça va être correct. Moi, je voudrais bien que quelqu'un du gouvernement me dise, est-ce que c'est la même chose au niveau du Conseil du statut de la femme? Est-ce que le mari d'une femme peut aller présider le Conseil du statut de la femme? Est-ce qu'un homme peut aller présider le Conseil du statut de la femme? Est-ce qu'un homme peut aller présider la Fédération des femmes du Québec? Mais le jour où quelqu'un me répondra, peut-être que je vais accepter cet article-là. Moi, ce que je trouve désolant, c'est que on s'est déjà beaucoup mobilisé, les années 90, je dirais même fin des années 80, début des années 2000. Puis là, il y a eu comme un essoufflement. Puis je le sais que c'est partout, puis je le sais que, tu sais, des fois, on peut se dire,
qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais moi, je me disais, est-ce qu'il ne serait pas le temps de s'arrêter puis de dire comment on fait pour remobiliser? Mais le fait que les parents voient aller ça, là, c'est tellement gros, ce qu'ils perdent, qu'ils se disent, ben il n'y a rien à faire. Certains qui ont les moyens se retournent vers les services privés, puis vous savez comme moi que c'est pas la solution. D'autres veulent encore se battre, mais ils sont pas très nombreux. Une photo montre l'édifice de l'Institut Raymond de Ware. Marie-André Boivin, réalisatrice et militante. Ce bâtiment-là qui a été construit a été vendu au gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec veut maintenant s'en débarrasser. Mais à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y a des services pour les personnes sourdes comme l'audiologie, la psychologie, l'orthophonie, les travailleurs sociaux. Et le gouvernement a décidé de séparer les services en deux, donc de mettre les sourds signants dans un bâtiment et les sourds oralistes, les malentendants, et les sourds de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, peu importe leur mode de communication, dans un autre bâtiment. Pour la communauté sourde, c'est... En fait, pour certaines personnes sourdes, c'est une catastrophe. Pour la communauté en tant que telle, je sens pas de mouvement de contestation, puis ça me déçoit beaucoup. Dans un sens, c'est un mouvement. C'est le mouvement. C'est que, comme ils disent, on t'a toujours dit, plus on est nombreux, plus qu'on parle fort. Mais parler fort puis crier, c'est deux affaires différentes. Tu sais, c'est tu cries, puis c'est pas savoir parler fort, ça. Tu sais, il faut savoir parler correctement, puis s'ouvrir la bouche, puis enlever la patate dans la bouche si on n'a pas compris. Mais avant, il faut pratiquer les mots correctement, tu sais. Et moi, je crois que c'est parce qu'on a abandonné, on est épuisé. On avait beaucoup d'espoir avec Apport égal, on a eu beaucoup d'espoir à un moment donné. Puis, à un moment donné, on a frappé un mur au niveau de notre intégration dans la société. Puis je crois qu'il y a un essoufflement par rapport à ça. Mais aussi, il y a la possibilité d'agir, puis il faut agir à plusieurs niveaux. Il faut agir au niveau médiatique. On n'est pas dans les médias. On est absent, complètement absent. On parle de toutes sortes de problématiques, de défense des droits, on parle de l'accessibilité de services, on parle de la santé et services sociaux, mais jamais on va parler des personnes handicapées à l'intérieur de ça. Au niveau média, là, on est absent. Il faut qu'on développe une stratégie de communication, de présence médiatique, communiquer, conférences de presse, veille médiatique, intervenir dans les dossiers, puis le situer dans notre perspective de personnes handicapées. On n'est pas là. Si on n'est pas là, on n'est pas là aux yeux des politiciens. Je pense qu'on assiste à une mobilisation qui est différente avec les médias sociaux, de gens intéressés, j'en rencontre de plus en plus. Donc je pense qu'il y a du positif à ce niveau-là, parce que c'est pas vrai que les gens sont pas intéressés. C'est pas vrai que les gens veulent pas se mobiliser. C'est que si on leur donne des trucs intéressants, un discours qui reflètent leurs expériences, je pense que on va voir des choses intéressantes puis des gens qui vont se mobiliser davantage. Mais si on continue avec des documents arides, inaccessibles, qu'on va pas rejoindre les jeunes, qu'on est hostile au changement, qu'on n'accepte pas la critique, ben je vois pas où est la relève pour prendre le relais du flambeau. Serge Poulain. Je sais pas comment on va faire pour... on a des groupes dans le milieu qui commencent à faire ça, de l'activisme, c'est correct. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un complément à ce qui se fait déjà. Parce que, tu sais, oui, dans le partenariat, il y a eu des belles réussites, mais on s'entend dessus qu'il y a des affaires qui avancent pas vite non plus, là. Moi, quand j'entends parler des groupes militants pour une loi où on va aller chercher du mordant pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles en situation de handicap, c'est-à-dire, on va le dire comme ça, ben, je regrette. Moi, j'abonde dans ce sens-là. Mais ça, c'est pas nos groupes financiers. Ils ont peur de faire ça. Ils veulent se cacher en arrière de toutes sortes d'affaires. Fait que oui, il va s'en créer de plus en plus via les réseaux sociaux, des choses comme ça. Via des actions très spontanées, il va s'en créer. Mais il va falloir trouver un noyau pour y arriver. Puis ça, en tout cas, dans ma tête, je sais pas trop encore comment. Parce que oui, électron libre, c'est une chose. Mais c'est parce qu'en électron libre, c'est quoi? C'est le plus fort va gagner, le plus faible ne gagnera pas. C'est là qu'il y a un problème. Alors, il faut trouver le moyen
peut-être dans une structure plus souple, comme, tu sais, plus souple, puis, mais qui va peut-être permettre à plus de gens de s'exprimer. Moi, personnellement, je pense que ça justifie plus que jamais, en fait, qu'on se mobilise pour défendre des droits de gens qui ont été marginalisés, qui n'ont jamais réussi à sortir de leur marginalité, puis qui risquent d'y retourner encore plus. Du texte apparaît. Conclusion, aller au-delà des constats difficiles. Aucun des dossiers qu'on a traités n'a jamais eu de fin. En soi, c'est dramatique de dire des choses comme ça. Je veux dire, n'importe quelle organisation, au bout de 25 ans, elle a besoin de dire « j'ai réussi ça », puis le dossier est clos, c'est acquis dans notre société que telle chose est reconnue, puis ça va fonctionner comme ça. Bon, l'autre chose, c'est que moi, j'ai jamais connu les services ici sans liste d'attente. Je suis parti 25 ans après, il y a toujours des listes d'attente dans tous les services. Autrement dit, on n'a jamais non plus fini de faire les gains. Puis là, je parle des listes d'attente, mais je dirais la même chose des autres choses qu'on demandait. C'est comme si on demandait des choses et qu'on n'est jamais arrivé au fond du baril de répondre aux besoins des gens. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de combat de terminer, même au niveau des droits, parce que dans le monde mouvant dans lequel on est, tout est comme toujours remis en question. Je trouve ça très grave, le résidentiel aussi. Je connais un parent qui a fait une demande récemment, puis on lui a dit que ça varie entre 6 et 12 ans, l'attente. Ça veut dire que maintenant, ils vont placer quelqu'un en ressources résidentielles juste s'il y a une urgence. Alors que dans le temps, on disait « faut préparer cette étape-là », mais là, ça ne peut plus être préparé. Alors, quand il arrive une urgence, ils mettent la personne là où il y a une place. Jérôme Di Giovanni. Si on spécifiquement au niveau de l'emploi, il y a du recul. Parce que, oui, il y a des succès individuels, il y a quelques petites poches de succès ici et là, mais si on regarde de façon structurelle, de façon systémique, il y a du recul. Le taux de chômage est extrêmement élevé. Les programmes, le contrat d'intégration au travail, certains programmes, oui, sont appliqués, mais on ne s'attaque pas aux causes structurelles, le fait que les personnes handicapées ne sont pas vues dans la société comme étant des gens productifs, comme étant des gens qui génèrent de la richesse. Thérèse Coulin. Dossier des services éducatifs, je dirais que c'est le grand échec du milieu associatif, c'est le grand échec de la société québécoise, l'intégration des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Laurence Parent. Je pense de plus en plus d'avoir un certain recul, puis de pouvoir affirmer, dans les 15 dernières années, il n'y a pas eu grand changement. Ça fait 14 ans que je suis à Montréal, puis dans mon quartier, j'ai pas observé grand changement. Donc, pourquoi qu'il y a un retard? Je pense qu'on est vraiment dans une période de stagnation où on n'ose peut-être pas s'indigner autant qu'on devrait s'indigner. Carmen Lahaye. Je leur dis, qu'est-ce que vous allez faire avec nos enfants qui vont vieillir quand on ne sera plus là? Aussi, vous allez les remettre en institution qui va vous coûter 80 000 $ par année, tant qu'on vous propose des choses différentes. Mais il faut oser. Puis il n'y a pas de... Comment je dirais ça? On ne voit pas de lumière au bout du tunnel, là. Ça va prendre de l'innovation. Puis ça ne viendra pas, malheureusement. Il ne faut pas attendre que le gouvernement... Ça ne viendra pas du gouvernement. Je pense que ce n'est pas une question de manque de fonds. C'est plutôt une question de volonté politique qu'on n'a pas au Québec. Qu'on n'a pas au Québec. Jean Lepage. Je pense que la part de l'État par rapport aux personnes handicapées aujourd'hui, ce que ça devrait être, c'est de respecter ces engagements qu'il y avait dans la part égale et qu'il y a eu dans la part entière, de mettre en place des moyens pour favoriser que les gens puissent s'intégrer à la société, de soutenir les familles pour qu'elles puissent avoir accès à des services qui vont leur permettre de fonctionner. Il y a un principe à un moment donné qu'on a accepté dans la société québécoise, de dire c'est pas parce que tu as un handicap que tu as à payer plus cher que les autres pour avoir accès à un service. Mais donc, ça veut dire qu'on paye une adaptation de domicile. Ça veut dire qu'on paye une adaptation de véhicule. Et ça, ce sont des acquis. Et je pense que ça s'applique à plein de domaines, à plein de situations, et c'est ça qu'il faut maintenir. Jamais on n'a été autant attaqué par rapport aux services qu'on reçoit. On les diminue, on les coupe totalement. Moi, je pense qu'il y a une entreprise de démolition de ce système-là. Si on n'a pas ça, là, c'est grave, là. On ne va pas recommencer à faire des trucs dans des caves, puis... Ça va de plus en plus
avec la pénalisation. Et ça peut, à un moment donné, être fatal sur la qualité et sur la quantité de services. C'est pour ça qu'il faut faire attention de toujours revendiquer le réseau public de services au mieux de s'appuyer avec le privé. Des manifestants avancent dans une rue. Le générique apparaît. Réalisation et scénarisation, Mathieu Franqueur. Assisté par Funambule Média. Quand on parle d'économie, c'est surtout les démunis. Quand il parle d'économie, c'est surtout les démunis. Idée originale, recherche et entrevue, Mathieu Franqueur et Olivier Martin. Il ne faut pas compter sur le privé. Si on veut de l'équité, il ne faut pas compter sur le privé. Si on veut de l'équité... Caméra et montage, Steve Patry. Prise de son, Nicolas Goyette. Musique. Red Rose par Christo Anestopoulos. Pontchatrin par Réole. Tubezos à la Manucère par Francesca Ancarola. Archives visuelles. Exico. Ropm. Jean Lepage. Thérèse Collin. Cradi. Aki. Accès 4MTL. Autisme Montréal. Une pancarte indique « Les services déshumanisés, c'est assez ». Pour leur généreuse participation, un merci chaleureux à René Gingras, Carl Morneau, Hélène Morin, Jean Lepage, Michel Aubu, François Bouchard, Laurence Parent, Serge Poulain, Sœur Gisèle, Thérèse Collin, Marie-André Boivin, Pierre-Yves Lévesque, Carmen Lahaye, Jérôme Di Giovanni. Les personnes handicapées en ont assez. Une production de Mouvement Phase et Funambule Média. Les réformes en reste, ça vaut pas de la boîte. Langue des signes québécoise. Coordination, tournage et montage, Vicky Blouin et Marie-André Boivin. Interprète, Marie Lauzon. La vidéodescription est une gracieuseté du crime. On parle pas vraiment d'accessibilité. On commence à peine à en parler, alors que pourtant elle a la voix dans le vent dans les voiles dans plusieurs autres villes. Mais à Montréal, non, ça a l'air que c'est pas un sujet qui intéresse grand monde. Montréal traîne de la patte.